Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau point lecture où je vais vous parler de trois graphiques et de trois romans. Donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer dès maintenant. Alors, installez-vous bien confortablement. Moi, je me suis installée avec Gros Minet et ma petite tasse. Donc, c'est parti, on y va. Donc, je vais vous parler des graphiques en premier, tiens, une fois n'est pas coutume. Donc, j'ai lu le tome 7 de Reine d'Égypte, qui est Inudo, publié aux éditions Clown. Donc, je ne m'étendrai pas non plus sur le résumé, parce qu'il s'agit quand même d'un tome 7. Et si vous avez suivi la vidéo Book Haul où je vous présentais ce roman, vous avez su ce qui m'était arrivé quand j'ai emprunté le tome 7. Donc si vous ne savez pas, je vous mettrai si j'arrive à trouver comment faire, j'essaierai de vous mettre dans le petit i la vidéo Book Haul où vous pourrez tomber sur cette fameuse anecdote. En tout cas, dans ce tome, on y voit un tout petit peu plus de rebondissement que dans le tome précédent. On voit Hatshepsut en tant que souveraine de la partie nord de l'Égypte, et on trouve aussi Séti, je crois, qui lui dirige la partie sud de l'Égypte. Alors, contre toute attente, pardon, la voix se barre en tchatchaouette, on est mal. Donc ces deux-là cohabitent l'un à côté de l'autre, et ils ne font rien pour se mettre des bâtons dans les roues, ils ne fomentent pas de complot pour s'assassiner l'un et l'autre. Voilà, ils gèrent leur partie de pays comme tout bon souverain. Et franchement, j'espère sincèrement qu'on va les voir se réunir un petit peu tous les deux pour le bien-être de l'Égypte, bien évidemment. J'ai beaucoup aimé. Alors la fin quand même, la fin est un petit peu tendue, on va dire. Et là, l'attente va être très très longue parce que ce tome-ci est sorti en 2020. Donc là, du coup, il va falloir largement attendre l'année prochaine pour avoir la suite. Et en tout cas, si vous êtes fan d'Égypte antique, d'Égypte ancienne, si vous êtes fan des pharaons, si vous êtes fan des pyramides, foncez sur cette série de mangas qui nous replonge complètement dans l'univers et dans cette période de l'histoire que moi j'adore particulièrement. Et franchement, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis ruée sur cette série de mangas. Donc rendez-vous en 2021 pour la suite. J'enlève mon infuseur parce que sinon ça va être dégueu. Alors, ensuite, on poursuit avec les graphiques, avec La Brigade des Cauchemars, le tome 2, Nicolas, de Franck Tilliez, Guy Dumont et Drac, paru aux éditions Jungle Frisson. Donc, j'avais lu le tome 1 pendant les vacances d'été, si ma mémoire est bonne. J'avais beaucoup aimé le tome 1, on mettait un petit peu en place l'univers, quelle était vraiment cette brigade des cauchemars, comment elle était née. Et ici, dans ce tome 2, on voit apparaître un nouveau membre de la brigade des cauchemars, en la personne de Sarah, qui était l'héroïne du tome 1. À la suite du décès accidentel de ses parents adoptifs, elle se retrouve seule. Donc, le papa d'Esteban décide de recueillir la jeune fille et de l'intégrer à la brigade des cauchemars. Et à peine a-t-elle découvert non seulement cette brigade et ce qu'elle fait, qu'elle se trouve enrôlée dans sa première mission, à savoir aller dans la tête de Nicolas, qui est en proie à un cauchemar absolument terrible qui se déroule en Russie. Donc bien évidemment, la mission ne va pas être de tout repos parce qu'un invité surprise s'invite dans leur mission, et du coup ça va provoquer beaucoup de rebondissements et voire mettre la mission en péril. Donc, j'ai encore plus aimé ce tome 2 que j'ai trouvé beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. Les dessins, il y a certains dessins quand même qui filent les jetons, donc on peut pas non plus laisser ça dans les mains des plus jeunes.
C'est quand même quelque chose pour des jeunes adultes, hein, je pense. Faut pas mettre ça je pense qu'il ne faut pas mettre ça dans les mains d'un enfant de 10 ans. Je pense que c'est un peu rude. Mais pour les jeunes adultes, voire même pour les adultes, pour les jeunes adultes, ça convient parfaitement. Et on retrouve vraiment Franck Tilliez au scénario de cette BD. C'est très voilà, il distille de nouveaux indices, de nouvelles théories. Au fur et à mesure des planches. Et alors, accrochez-vous à vos slips, les gars, parce que la fin de ce tome 2 va vous laisser sur les crocs. Hein. Vous allez vous en faire péter l'élastique du string. Va falloir en demander un au Père Noël, parce que là, ça va claquer, les gars. Quand j'ai lu la fin, je me suis dit, il me faut le tome 3, il me faut le tome 3. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur le site de ma bibliothèque pour réserver le tome 3. Et là, vous n'allez pas me croire. Je vous raconte. Vous n'allez pas me croire. Donc, je vais sur le site je vais le garder à la main. Je suis allée donc sur le site de la bibliothèque pour commander le tome 3. Et là, je vois, je tape la Brigade des Cauchemars. Et là, on me sort tous les tomes disponibles, à savoir le 1, le 2 et le 4. Mais point de 3. Ce qui est un petit peu con, hein. Quand on achète une saga en BD, on n'oublie pas un des tomes en route. Voilà. Donc qui c'est qui va faire un gentil mail pour demander à ce qu'on commande le tome 3 de cette saga? Parce que si on passe du tome 2 au tome 4, bah forcément on va en oublier, on va avoir de la perte en ligne, hein, forcément. Donc qui c'est qui va demander qu'on commande le tome 3? Bah c'est Bibi, hein, voilà. Si c'est pas déjà fait, hein, déjà par un autre utilisateur de la bibliothèque, mais en tout cas, j'en remettrai une couche. Mais voilà, je vous engage sincèrement à découvrir. Si vous aimez Franck Tilliez, je vous encourage fortement à découvrir Franck Tilliez en BD, parce que franchement, ça vaut le détour, et votre petit cœur de lecteur va faire des montagnes russes. Hein. Là, vous voyez une grande roue, bah, votre petit cœur, il va monter dans la grande roue, croyez-moi, vous m'en direz des nouvelles. Enfin, le dernier graphique dont je vais vous parler, il s'agit de Mickey et l'océan perdu de Filippi et Camboni, paru aux éditions Glénat. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, moi, je trouve que Mickey et les Disney, c'est une lecture idéale pour la période de Noël. Moi, je suis pas comédie de Noël, mais alors les dessins animés, je pourrais m'en bouffer un par jour si je m'écoutais. Bon, heureusement, je m'écoute pas trop, mais voilà, je me suis fait un petit plaisir avec cette BD et franchement, je me suis régalée. C'est absolument génial. On retrouve Mickey, Minnie, Dingo et l'affreux patibulaire qui leur met des bâtons dans les roues. Dans cette aventure où Mickey, Minnie et Dingo jouent les explorateurs dans un monde bien loin du nôtre. Ils explorent les océans à la recherche d'un certain minerai qui leur sert de combustible. Et au fur et à mesure de leurs expéditions, Patibulaire est toujours derrière eux et leur vole le fruit de leur travail. Donc ce qui agace profondément Mickey. Et Dingo, lui, il a vu l'idée de jouer un sacré tour à Patibulaire en participant à une espèce de chasse au trésor qui leur permettrait d'avoir dont le prix est une récompense. Donc ni une ni deux, l'équipe se met en route et ils vont réussir leur quête, ils vont réussir à retrouver la récompense. Et là va commencer une toute autre aventure. Et c'est là que les problèmes vont commencer réellement. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette BD qui est un peu plus épaisse que les autres, mais les planches sont absolument sublimes. Je vais vous approcher un petit peu la couverture pour que vous puissiez voir les traits des personnages. Que vous voyez Mickey ici. Oui, c'est ça, Mickey, Minnie, Dingo ici. Les planches sont absolument sublimes. La colorisation est de dingue. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment avec cette BD et je me suis dit que ce serait sûrement pas la dernière que je lirais dans cette collection que je trouve absolument sublime.
Et voilà, je pense que vous l'aurez compris, Mickey et les Disney, c'est mon péché mignon pour cette fin d'année. Alors ensuite, on va passer au roman. J'ai lu, alors je l'ai pas là parce que j'ai lu en numérique et ma liseuse n'est pas sous la main. J'ai lu Tombe oubliée de Preston et Child, paru aux éditions L'Archipel. Je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Caro de la chaîne Caroli. D'ailleurs, coucou Caro, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. On a lu ce roman toutes les deux il y a quelques semaines de ça en lecture commune. Alors ce roman c'est le tout début d'une nouvelle saga avec un nouveau personnage, à ce qui est le personnage de Nora Kelly, qui est une archéologue de grand nom. Elle travaille dans un institut et un jour, Clive Benton, un historien, vient la trouver car il a absolument besoin d'elle pour tenter une expédition afin de retrouver les restes d'un campement perdu d'un certain groupe de pionniers. Car pendant la période de la conquête de l'Ouest, un certain nombre de pionniers se sont lancés à l'aventure et alors est-ce que c'est par des conditions climatiques ou est-ce qu'ils se sont... Bref, ils se sont perdus et ils n'arrivaient pas du tout à retrouver leur chemin. Ils ont été victimes d'une tempête de neige. Enfin bref, les secours ne sont pas intervenus à temps et pour les survivants, s'ils voulaient justement survivre, ils ont été obligés de se mettre au cannibalisme. Et donc du coup l'idée de Clive Benton est de retrouver le fameux campement perdu. Alors évidemment il a une idée derrière la tête parce qu'il n'est pas, voilà, c'est un descendant de ce fameux groupe de pionniers, mais aussi il veut retrouver un fameux trésor qui a été perdu par dans l'expédition et qui avait été collecté par un des membres de l'expédition. Donc ni une ni deux, Clive Benton et Nora Kelly s'en vont à la recherche de ce campement perdu avec toute une équipe de scientifiques sur les lieux où ils pensent que ce campement perdu se trouve. Parallèlement à ça, on se retrouve avec une jeune femme, Nora Swenson, qui est nouvellement agent au FBI. On lui voit confier une nouvelle enquête, à savoir où dans les cimetières, on se retrouve avec des cadavres qui se trouvent déterrés et mutilés. Et donc, elle va commencer à suivre une piste. Faut dire aussi qu'elle n'est pas spécialement aidée par sa hiérarchie parce qu'elle est jeune, c'est une jeune femme, donc c'est sûr qu'elle a beaucoup de choses à apprendre. Elle est novice, mais c'est quand même une personne très intelligente. Elle a quand même ressorti majeure de sa promotion lors de ses études à l'académie du FBI. Donc quand même, c'est pas la dernière roue du carrosse quand même. Mais non, hein, son patron, hein, quand même, qui, on peut le dire, est un gros con de misogyne. Tant pis, je l'ai dit. Hein. Si on vous demande, vous direz que j'ai rien dit. Mais voilà, à chaque fois qu'elle a une opinion qui lui est propre, il lui tapote gentiment sur la tête en lui disant oh, « t'es gentille, mais tu vas suivre les sentiers battus parce que sinon ça risque de mal aller pour toi ». Donc c'est quand même un petit peu compliqué pour elle, mais voilà, elle ne se laisse pas abattre et elle va suivre une de ses pistes qui va la conduire justement à l'équipe de Nora Kelly et Clive Benton en plein milieu de la pampa, et autant dire que son arrivée ne met pas en joie Nora ni l'équipe, mais bon, ils vont apprendre à collaborer, et il va arriver un certain nombre de choses là-bas, je vous laisserai fortement découvrir. En tout cas, si vous êtes féru d'histoire, si vous êtes féru d'archéologie, allez-y, foncez. C'est vraiment c'est très très bien documenté. Moi, j'ai passé un excellent moment. De toute façon, avec la plume de Preston et Child, de toute façon, on n'est jamais déçu. J'aime beaucoup la série avec l'inspecteur Pendergast. En tout cas, le personnage de Nora Kelly est très intéressant et le nouveau duo qui est créé par ce personnage est absolument... moi j'ai vraiment très très hâte de les retrouver dans une autre enquête parce que c'est un duo quand même détonnant, et petit clin d'œil quand même des auteurs au personnage de l'autre série phare, ce duo est quand même adoubé par Pendergast en personne. Bon, c'est quand même gage
une certaine pérennité quand même quelque part. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire, ça se lit très vite, les chapitres sont très courts, donc on a vraiment envie de savoir la fin. J'ai juste un tout petit bémol vis-à-vis de ce roman, c'est la fin. Les deux auteurs ont développé tout un style de théorie, un mobile tout au long du roman, et 40 pages avant la fin, poum, je ne sais pas ce qui leur a pris, leur GPS mental a bugué, j'ai pas compris, mais en tout cas, ils sont partis mais complètement ailleurs, sans aucune transition vers une autre solution, et du coup, j'ai trouvé ça un peu... et pour moi, il manquait un truc. Il manquait un lien entre tout ce qu'ils avaient développé à l'intérieur du roman et la fin qu'ils proposaient. Je trouve qu'il manquait quelque chose. Et c'était un petit peu tiré par les cheveux. Mais bon, ça reste quand même un roman très addictif, mettant en scène un nouveau duo. Et je vous encourage, si vous ne connaissez pas la plume de ces auteurs, je vous encourage sincèrement à commencer par cette série. Et si ça vous plaît, vous pouvez largement vous lancer dans la série des Pendergast. Vous avez de quoi faire, parce qu'il y en a 14, 15, 16, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y en a un certain nombre. Pourquoi satisfaire votre curiosité? Autre roman que j'ai lu. Alors, les deux prochains romans que je vais vous présenter, je les ai lus dans le cadre du Black November. Alors, je vous explique, je me suis inscrit au challenge du Black November organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Et on avait une consigne à suivre par semaine. Donc, les 2 premières semaines, c'était génial, c'était l'âge d'or. J'ai hyper bien géré mon truc. Et à partir de la semaine 3, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis pris les pieds dans le tapis. Bref, je me suis vautrée telle une grosse crotte. Donc, à partir de la semaine 3, donc la consigne de la semaine 3, c'était lire un roman ayant pour thème l'enfance. Donc, j'avais choisi L'Institut de Stephen King. Je l'avais commencé, alors aux éditions Albin Michel, je l'avais commencé en numérique, et je sais pas pourquoi, j'avais pas l'impression d'avancer. Alors, est-ce que c'était un problème de support ou pas? J'en sais rien. Tant et si bien que, bon, j'ai regardé à la médiathèque si l'exemplaire papier était disponible. Il l'était, donc je l'ai pris. Et du coup, ça m'a rendu quand même la lecture un peu plus fluide. Et c'est pas du tout que j'aimais pas, hein, mais j'avais pas l'impression d'avancer plus que ça. Donc, reparlons quand même de l'Institut. Dans ce roman, on fait la connaissance d'un jeune garçon qui s'appelle Luc, il a 12 ans, et ce n'est pas un petit garçon comme les autres. Hein. Il a une intelligence, il est très 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 intelligent. Il a une forme d'intelligence complexe qui lui fait avoir un raisonnement tout à fait exceptionnel pour un gamin de son âge. D'ailleurs, l'école où il est, c'est quand même une école pour des petits prodiges quand même. Et le directeur de l'école convoque les parents de Luc au début du roman pour lui dire « Bon bah voilà, on peut plus rien apporter à Luc. Il est tellement intelligent qu'il surpasse de beaucoup tout ce qu'on peut nous lui apporter. Donc, je vous conseille sincèrement de l'encourager à passer les examens d'entrée à l'université. » Alors, ça surprend quand même un petit peu les parents de Luc, parce qu'ils ne s'attendaient absolument pas à avoir un garçon de cette intelligence. Ils ne savent pas d'ailleurs comment ils ont pu donner naissance à un enfant avec de telles capacités, parce que, comme ils le disent eux-mêmes, ils sont voilà, normaux. Le papa, je crois que le papa travaille dans un garage, la maman reste à la maison. Bref, ce sont des gens très simples, mais voilà, ils ont donné naissance à un garçon d'une intelligence exceptionnelle. Et ça leur fait peur quand même de laisser leur petit garçon de 12 ans partir à l'université. Ils l'autorisent quand même à passer les examens. Donc du coup, Luc est sélectionné pour rentrer au prestigieux MIT et dans une autre université. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Même Luc a même réfléchi à comment est-ce que ses parents viennent avec lui sur le campus pour qu'ils puissent vivre ensemble et que il puisse pas être tout seul et être quand même avec sa famille, parce que malgré son intelligence exceptionnelle, ça reste quand même
un gamin de 12 ans qui aime jouer au baseball, qui aime jouer au basket, qui aime jouer avec ses copains. Enfin voilà, par certains côtés c'est un génie, et par d'autres côtés ça reste quand même un enfant. Un enfant comme les autres. Et donc tout va bien dans le meilleur des mondes, et un soir, Luc se fait kidnapper par des individus qui rentrent dans sa maison. Ces individus assassinent ses parents et l'emmènent dans un endroit inconnu. Quand il se réveille dans une pièce qui ressemble de beaucoup à sa chambre, mais qui pourtant n'est pas sa chambre. Et là, d'une grosse partie, dont facilement la bonne moitié du roman, l'auteur va nous présenter l'institut, va nous présenter la vie dans cet institut, ce qui se cache derrière ces murs, ce que ces gens font aux enfants, parce que dans cet institut, il est rempli d'enfants qui ont des capacités exceptionnelles telles que Luc. Et donc on va apprendre à connaître ces autres enfants qui sont classés en 2 catégories, les télékinésistes et les télépathes, et on va leur faire subir de nombreux tests. Alors ça va de la simple piqûre à un contrôle visuel, à une plongée dans un caisson où les gamins ont l'impression de se noyer. Enfin, on a tout un panel de tests. Et quand les enfants donnent des signes un peu récalcitrants, eh ben on les tase, hein, voilà, tout simplement. Ça donne pas spécialement envie d'y aller, hein, dans cet institut, mais voilà, l'auteur nous a dépeint vraiment cet institut, tout ce qu'on fait. Il y a 2 endroits, il y a l'avant et l'arrière. Il faut savoir que quand les enfants partent à l'arrière, on ne les revoit plus. Et donc du coup, Luc va se créer une bande de copains là-bas. Ces gamins vont avoir un lien très très fort. Un peu comme des orphelins dans un orphelinat où ils grandissent ensemble, et ils vont se créer une sorte de famille, et c'est ce qui va les aider aussi à supporter ce qu'on leur fait subir dans cet institut, jusqu'au jour où il va arriver un événement précis dans ce roman. Je ne vais pas vous le dévoiler, mais et qui va changer de tout au tout la vie des enfants et la vie de Luc. Et on a aussi l'arrivée d'un homme dans une petite bourgade américaine. Et, c'est un ancien policier. Il va devenir veilleur de nuit dans cette petite ville. Et voilà, on le voit au début du roman. Après, on passe à la grosse partie de l'institut. Et ensuite, évidemment, tous les protagonistes se rejoignent dans la dernière partie du roman. Et c'est un roman vraiment très très fort. Moi, je me suis énormément attachée aux enfants, notamment au petit garçon qui s'appelle Avery. Avery, c'est un des plus jeunes, il a une 10aine d'années, et quand il arrive à l'institut, il est extrêmement perdu, et tous les enfants qui sont présents dans cet institut vont l'aider à se sentir bien, à se sentir comme à la maison, ça va être comme des frères et sœurs, ce que je vous disais au début. Ils vont vraiment resserrer des liens comme une famille, et j'avoue, la fin m'a fendu le cœur. J'ai trouvé cette fin extrêmement extrêmement émouvante. Là, Stephen King nous a concocté quand même un roman d'ambiance très noir, et franchement, toute la force de ce roman, c'est pas tant le mobile de ce pourquoi les gens de l'Institut kidnappaient les enfants, mais toute la force de ce roman, c'est justement ces enfants, ces personnages à qui on a volé l'enfance pour une raison précise, à cause de leurs capacités et à cause de l'utilisation qu'on voulait faire de ces capacités. Et franchement, c'est un roman absolument, voilà, il fait pas peur comme les premiers romans de Stephen King. Je pense à Carrie, je pense à Cujo, je pense à ça, je pense au Fléau. Non, là c'est vraiment un roman d'ambiance avec des personnages très très forts. J'ai beaucoup aimé ce roman, et je vous conseille sincèrement la lecture de ce Stephen King. Si vous n'avez jamais lu de King, commencez par celui-là. Franchement, c'est pas dire que c'est un coup de cœur, mais j'ai au moins eu un coup de cœur pour les personnages de ce roman. Et enfin,
lecture que j'avais choisie pour la semaine 4 du Black November. Donc oui, je vous le dis, je suis complètement à la ramasse au niveau de ce challenge, mais j'ai quand même mis un point d'honneur à lire au moins les livres que j'avais sélectionnés pour l'ensemble des semaines de ce Black November. Et pour la dernière semaine de ce Black November, il fallait lire un roman historique, un polar historique. Donc j'avais jeté mon dévolu sur l'affaire de l'homme à l'escarpin de Jean-Christophe Porte, paru aux éditions City Poche. Donc c'est le... Excusez-moi, je vais boire un coup parce que j'ai un peu la gorge sèche. Donc à votre santé. Sympa les petits glouglous. Donc je vous disais, c'est le deuxième roman de la saga Victor d'Hauterive. Et donc ici, on se retrouve quelques années après la prise de la Bastille, on se retrouve, je crois, en 1791, quelques mois après la fuite de Louis XVI, où il s'est quand même fait rattraper, hein, quand même, l'histoire nous dit. Et donc du coup, il est mis aux arrêts. Et s'engage une lutte entre l'Assemblée, Robespierre, Danton, Marat, tout ça, et les partisans du duc d'Orléans, qui est le cousin du roi, et qui, lui, souhaite mettre en place une régence en attendant la majorité du fils de Louis XVI pour qu'il monte sur le trône. Et donc, le duc d'Orléans voudrait un petit peu prendre la place du calife, quoi. Pour dire les fins, le calife. Oui, vous m'avez compris. Hein, voilà. Et parallèlement à ça, on découvre en début du roman le cadavre d'un jeune homme dans la Seine, et à côté du cadavre se trouve un escarpin. Donc du coup, la police va enquêter là-dessus. On retrouve donc notre fameux Victor, qui est le protégé de Lafayette. Et il va se voir confier une mission par Lafayette également, à savoir d'infiltrer le groupe des Cordeliers qu'il soupçonne de vouloir fomenter une insurrection et donc du coup de mettre à mal le fragile équilibre politique, si tant est peut-on appeler équilibre politique, qui s'est déroulé après la prise de la Bastille. Bref. Et donc du coup, nous voilà transporté dans la France, dans le Paris de 1791. Alors là, vous oubliez tout. Hein, vous oubliez les smartphones, vous oubliez la télé 4K, vous oubliez les consoles, vous oubliez tout l'électronique, et vous vous retrouvez en sabot, enfin pas en guenilles, mais avec les habits de l'époque, et vous suivez Victor dans ses aventures. Ce que j'aime beaucoup dans les romans de Jean-Christophe, c'est... Jean-Christophe, hein, si tu nous regardes, ouais, je l'appelle par son petit nom. Non, on n'est pas du tout intime, mais je fais la meuf qui s'y croit. Bref, dans les romans de Jean-Christophe Porte, c'est tellement documenté, c'est tellement documenté sur la période que quand vous lisez cette histoire, vous êtes transposé dans le Paris de cette époque. Vous y êtes, hein, vous avez les odeurs, vous avez les sons. Enfin voilà, moi je m'y crois, quoi. J'y vois hein, tous les monuments dont on nous parle dans ce roman. Je les ai en tête et je le vois, hein, les rues cracra, les odeurs, les sons. Enfin bref, j'y suis, quoi. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ces romans, c'est le talent dont a l'auteur de nous transposer à l'époque qui est la trame de ce roman. Donc on retrouve quand même notre cher Victor qui est encore une fois plongé dans une histoire compliquée, hein, parce que rien n'est tel qu'il devrait être, et il y a beaucoup de rebondissements dans ce roman. Il y a beaucoup aussi de faux semblants, hein, parce qu'il y a certaines personnes dont on donnerait le bon Dieu sans confession et qui sont les pires crapules, et inversement des personnages odieux qui arrivent à être des alliés au moment où on s'y attend le moins. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce roman de Jean-Christophe Porte. J'ai les autres, hein, d'ailleurs, dans ma bibliothèque. Je ne sais pas si vous les voyez là.
mais ils sont, voilà, ici et là, vous avez le 3 et le 4, vous avez le 5 qui est juste à côté d'Olaf, ici, et vous avez le 6 qui doit traîner quelque part par, hop, par là. Donc voilà, j'avais ce tome 2 depuis les temps immémoriaux, et donc j'avais trouvé que c'était une très très bonne idée de lire ce deuxième tome pour le Black November et de le sortir de ma palle. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère vous avoir donné envie de lire ces livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, je serais ravie de vous lire. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez lu ces derniers temps, je serais ravie d'échanger avec vous. Sur ce, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de très très belles lectures. J'espère que vous allez bien et prenez très très bien soin de vous. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.